a break, baby. Need to be with you. The doctor's order. I feel a shiver. I'm feeling down and out. I'm a true believer. I know what it's all about. I know it's not the flu. It's all because of you. I feel a trembling when I wake. Come back and give another break. I feel a shiver running up my spine. This hurting feeling hits me all the time. Every time you go away, seems I can't live another day. Oh, my bed, it is so cold. You got my happiness on hold. Oh, I feel a ton of joy and my heart gets warm. Thinking about you, holding you, squeezing you in my arm. But as the day turns to night, loneliness gives me a fight. I'm afraid to close my eyes. Yes, it's another sleepless night. Oh, the shiver, the shiver, the shiver, baby. I'm on the doctor's order. I need you badly. The remedy is you, girl. Don't you know? Don't you know? I feel a shiver. I'm feeling down and out. I'm a true believer. I know what it's all about. I know it's not the flu. It's all because of you. I feel a trembling when I wake. Come back and give another break. I feel a shiver running up my spine. This lonely, lonely feeling hits me all the time. Every time you go away, seems I can't live another day. I feel a shiver when I wake. Come back and give another break. I feel a ton of joy and my heart gets warm. Thinking about you, holding you, squeezing you in my arm. But as the day turns to night, loneliness gives me a fight. I'm afraid to close my eyes. Yes, it's another sleepless night. I feel a shiver, baby. Alright. I'm a true believer that it's you I'm thinking of now. I get lonely after dark, baby. So lonely. I'm on the doctor's orders, baby, and the remedy is you. Ça, c'est intéressant à savoir parce que des fois, t'as des petits... Tu sais, tu peux avoir des petites blessures par-ci, par-là, puis tu penses pas que c'est si grave que ça, mais à la longue, tu devrais aller consulter. Parce que, tu sais, on va pas se le cacher, vous êtes bien placé pour le confirmer ou me corriger, mais il y a beaucoup de négligence au niveau de la communauté. Quand il y a quelque chose, they let it go. Comme moi, personnellement, il y a des situations comme genre, j'avais des douleurs, c'était pas majeur. OK, correct. Je retournais à la maison. Puis que j'ai dit, something is up, something ain't right, I'm not feeling right. Tu sais, ton corps te parle. Des fois, tu sais, comme, on va pas se le cacher. C'est là, ça va être le but. Ça va être ma prochaine question. Mais on va pas se le cacher que des fois, au triage, je trouve que la personne qui nous évalue détermine notre priorité. Puis que, indirectement, malheureusement, on le sait, il y a des personnes qui décèdent. Selon vous, le triage, là, c'est géré comment? Comment les ordres de priorité sont priorisés face à la situation du patient? Tu sais, ils parlent toujours de signes vitaux. OK, signes vitaux, ça veut dire, si tes signes vitaux sont bons, ça veut dire que tu vas pas mourir dans 1 heure? Je comprends pas. Ben, je sais pas, c'est par rapport au cœur. Moi, en CLSC, puis Jay pourra corriger pour l'hôpital après. Au CLSC, c'est différent parce que c'est jamais des choses extrêmement graves. Et puis, je dis ça, j'ai déjà quelqu'un qui est arrivé au triage, puis il est en train de faire un AVC. So, dans le fond, c'est beaucoup de jugements cliniques, puis c'est plate à dire, si la personne qui fait le triage est pas apte à le faire, ça change beaucoup de choses. Tu peux arriver, exemple, tu as une extrême douleur,
puis tes signes vitaux le montrent même pas. On ne peut pas dire, ah, ben, ces signes vitaux sont corrects, elle est pas une priorité. C'est beaucoup de jugement. Il faut évaluer le patient dans l'ensemble. Ça, quand je dis aux gens, vous allez au triage, dites tous les symptômes au complet. Essayez pas de minimiser votre cas. Il y en a qui essaient de dire, oh, j'ai mal à la tête, mais je pense que. Non, oubliez le je pense. Dites vraiment ce qui se passe, dites les faits tels qu'ils sont. So, oui, le triage, c'est beaucoup de la personne qui le fait, dans le fond de l'infirmière, mais c'est aussi une job du patient. L'infirmière ne vous connaît pas. Elle ne connaît pas votre vécu et c'est pas vos expériences de vie. C'est à vous, quand vous allez au triage, de dire tout ce que vous avez à dire. Comment qu'on réfute face à un infirmier ou une infirmière qui dit que vous êtes à l'urgence, on peut juste traiter une situation à la fois? Parce que... C'est plate à... Ouais. Moi, je dis toujours, quand vous êtes avec l'infirmière au triage, dites le problème le plus important. Puis quand vous allez voir le médecin, après ça, dites ce que vous avez à dire. Puis en CLSC, c'est ce que je dis tout le temps aux patients, puis c'est ce qui se passe pour de vrai. Parce que nous, on veut pas, en CLSC, on a vraiment genre juste 3-4 petites lignes pour écrire un problème. Donc quand les gens m'ont... Puis veut pas la population, il n'y a pas beaucoup de médecins de famille, ça prend énormément de temps. Puis c'est ridicule, avec le nombre de médecins qu'on a, c'est ridicule. Ça prend beaucoup de temps avant d'avoir un médecin de famille. Donc, c'est clair, des fois, les gens, ils arrivent en CLSC, ils ont 5-6 problèmes. J'ai madame qui arrive avec une liste de 12 problèmes. Puis j'étais comme, wow, madame, OK, allez-y avec ce qui est le plus essentiel pour que je puisse l'écrire. Et après ça, quand vous êtes dans le local avec le médecin, shootez votre liste, vous êtes déjà coincé avec lui anyway. Sur le truc que je dis, c'est que dites toujours le problème le plus prioritaire, le plus urgent que vous voulez qu'il soit réglé dans l'ici et maintenant. Puis quand vous allez dans le local avec le médecin, donnez-lui votre liste au complet après ça. Il ne peut pas dire, lui rendu à ce niveau-là, il ne peut pas dire, oh non, vous êtes juste venu pour un problème. Il y en a qui ne peuvent pas faire ça. Il y en a qui vont le faire, puis c'est plate, mais théoriquement, ils ne sont pas censés faire ça. Donc, ceci dit, on enchaîne avec le médecin dans le cabinet, c'est de préférence. Oui. Pardon? Ça va mieux, Jennifer? Oui, est-ce que c'est mieux, là? Ouais, on t'entend un petit peu, mais pas bien comme tantôt, là. Ben, je vais augmenter plus le volume, c'est pas. Pas maximum. Donc, est-ce que Cass ou Jennifer, vous allez pouvoir nous expliquer les ordres de priorité au triage, à l'urgence, puis au CLSC, puis nous donner des conseils? Bon, tu m'as déjà donné des conseils, Cassandra. Cassandra. Mais Cassandre. Tu veux dire Cass? Cass. Tu peux dire Cass, c'est correct. Cass. Donc, Cass, est-ce que tu pourrais expliquer au CLSC les ordres de priorité au triage? Ça fonctionne comment? Dans le fond, en CLSC, c'est vraiment des soins communautaires. Les gens viendront... Ça dépend des quartiers. Comme dans le quartier où je suis, les gens vont venir pour n'importe quelle raison parce qu'il n'y a pas d'hôpital près et que c'est un quartier qui est assez défavorisé. Soit les gens, ils vont venir pour n'importe quelle raison. Mais théoriquement, en CLSC, c'est des soins mineurs. C'est pas des soins critiques comme les gens en hémorragie ou bien quoi que ce soit. J'ai déjà quelqu'un qui est venu en hémorragie puis ça a été d'appeler le 911 tout de suite. Mais sinon, on a les stats. Les stats, dans le fond, ça, c'est quelque chose qu'il faut régler tout de suite, comme une coupure qui n'arrête pas de saigner, une douleur extrêmement aiguë, quelqu'un qui fait, exemple, 40 de fièvre. Donc, quelque chose qu'il faut régler maintenant puis qui est très aigu. Après ça, on a les priorités 1. Ça, c'est les soins un peu moins dramatiques. Les signes vitaux, ils sont corrects, mais il y a quelque chose du genre, la personne, elle vomit depuis 2 jours. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Il y a des diarrhées qui n'arrêtent jamais. On a des plaies qui se sont infectées. Ça, on va aller un peu plus. On a vraiment besoin d'un médecin. Et après ça, on a les priorités 2. Ça, c'est la dernière. C'est des choses minimes, du style le renouvellement de prescription. On a besoin de faire une référence pour exemple dermatologie ou bien d'autres professionnels de la santé. Quoi d'autre? Remplir des formulaires de la SAQ, de la société automobile ou bien autre. C'est peine. De la SAAQ. Dans le fond, nous, c'est vraiment tout ce qui est mineur. À l'urgence, il y a beaucoup plus de priorités. Il y en a, je pense qu'ici, je me souviens, puis Jet, tu pourras me corriger, je pense qu'à l'urgence, il y a 5 niveaux de priorité. Ouais. Il y a 5 niveaux de priorité. Puis c'est une échelle canadienne de triage et de gravité qui a été mise en place. Donc, c'est vraiment pas canadien. Puis c'est dans toutes les urgences. Le petit problème, c'est que c'est un système informatique. Donc, un système informatique, il n'y a pas de jugement.
on va y aller vraiment avec les symptômes du patient. Puis les symptômes, c'est vrai que les symptômes peuvent être mineurs, mais quand on regarde le patient, on fait il n'y a pas d'apnée, il y a quelque chose d'autre qui se passe. C'est un petit peu ça le problème. Mais je vais expliquer un petit peu de P1 à P5, c'est quoi, les différents niveaux. P1, c'est vraiment l'urgence immédiate. Non? La condition du patient, c'est vraiment, il y a une menace imminente à sa vie. Donc, que ce soit un arrêt cardiaque, un trauma, un gros accident d'auto, quoi d'autre? Un patient qui a été retrouvé dans la rivière, des noyades, d'autres exemples, mais c'est vraiment quelque chose qui est très, très grave. Donc, si on n'agit pas dans les 5 à 15 prochaines minutes, le patient pourrait décéder. Donc, c'est vraiment une urgence immédiate. Les deux, c'est très urgent. Souvent, on va les mettre aussi dans la salle de réanimation aussi. Le 1, c'est toujours dans la salle de réanimation. Le 2, souvent, on les met dans la salle de réanimation aussi, malheureusement, parce que c'est potentiellement dangereux pour la vie du patient. Donc, un patient qu'on n'arrive pas à réveiller correctement, mais qui respire, ou un patient qui a beaucoup de difficultés à respirer. Quoi d'autre? On a aussi les pneumothorax. Donc, si par exemple, un patient aurait été poignardé, mais au niveau du poumon, qu'il y a de l'air qui rentre du poumon, qui collapse le poumon, à ce moment-là, c'est très urgent aussi, c'est un P2. Quoi d'autre? Ça ressemble un petit peu à ça. Les accidents d'auto aussi, en général, ça va être si c'est des accidents assez majeurs, mais il n'y a pas nécessairement d'hémorragie, ça va être considéré comme un P2 aussi. S'il y a une altération d'état de conscience, donc le patient, on essaie de le réveiller, mais il ne se réveille pas. On a ensuite le P3. Le P3, c'est la zone un peu grise parce que normalement, c'est une zone le patient devrait être vu dans les, si je me rappelle bien, en 30 et 60 minutes. Mais c'est pas vrai. Parce qu'il y a tout le temps des P1 et des P2 qui rentrent. C'est ça. Fait que finalement, on les laisse dans la salle d'attente, mais c'est des patients qui devraient être vus avant. Puis là, on parle, par exemple, souvent, c'est des patients qui ont une maladie, puis que ça va moins bien. Ça peut être une hémorragie digestive, donc le patient va vomir du sang ou va aller à la selle, puis ça va être du sang aussi. Les fractures, si jamais on s'est cassé une jambe. Des choses comme ça. Puis, souvent, c'est des patients qui ont beaucoup de douleur, mais on considère la douleur comme étant moins prioritaire, bien entendu, qu'une hémorragie ou qu'un arrêt cardiaque, ce qui fait quand même du sens. Mais c'est souvent les patients aussi qui sont le plus négligés, si je peux dire, parce que, justement, il y a trop de P1 et P2 qui rentrent. Donc, si on ne fait pas attention, c'est souvent les P3 qui sont dans la zone grise, dans le sens où ça devrait peut-être être des P2. Donc, pour vraiment avoir un bon jugement, normalement, pour travailler au triage, de toute manière, il faut un minimum d'ancienneté. Je crois que dans la majorité des urgences, il faut au moins 12 à 18 mois travailler temps plein pour pouvoir travailler au triage. Parce qu'il faut s'assurer que la personne a un bon jugement clinique, qu'il comprenne comment fonctionne une salle d'urgence, puis soit à l'aise d'aller voir le médecin si le patient ne va pas bien, mais qu'il cote en P3. Parce qu'il pourrait coter en P3, avoir des super beaux signes vitaux, mais on le regarde, il est super pâle, il transpire, puis on dirait qu'il va s'évanouir devant nous. À ce moment-là, ça devrait être un P2. Okay, ensuite, P4 et P5. Honnêtement, vous cotez P4, P5, allez en clinique. Ça ne sert à rien de rester à l'hôpital, vous allez rester là des heures et des heures. Puis c'est les patients. C'est le genre de patient que normalement on devrait voir en moins de 3 heures, mais que, oui, ça, là, P1, P2, P3, ça rentre tout le temps. Donc, finalement, ça peut prendre 24 heures avant que vous soyez vu. Donc, il y a un nouveau système qui a été mis en place dans les urgences. Donc, si un patient code P4 et P5 et qu'on le regarde et qu'effectivement, il va bien. Donc, je vais vous donner un exemple. Un patient qui s'est brûlé, une entorse qui est vraiment... qui n'est pas sévère, là, parce qu'une entorse sévère peut nécessiter d'être là, mais en même temps, ils vont peut-être vous conseiller quand même d'aller dans les cliniques. Tout ce qui est rhume, fièvre, grippe, mal de dos, un ongle incarné, t'es constipé, ça ne sert à rien d'aller à l'urgence. Oui, vous allez passer,